Chapitre 10. Gibson reçoit Hornsby à son bureau. Comment est-ce possible? Réagit Gibson. Je ne sais pas, répond-elle. Nous savons que Breckinridge n'en est pas responsable. Que voulez-vous dire? Si c'était lui, on aurait eu affaire à ce zombie beaucoup plus tôt. Mon colonel. On a déjà eu affaire à ceux-ci. L'un d'eux était Spaulding. Breckinridge les a tous les deux éliminés. Si ce n'est pas lui, quelqu'un dans la corporation cherche à l'éliminer. Il y a un espion, un traître au sein de la rébellion. Et ça me fait énormément peur. Au quartier général de la rébellion terrienne, Cynthia s'entretient avec Breckinridge et Raymond à son bureau. Connaissez-vous le projet Deimos? Demande la chef de la rébellion. Ni Breckinridge, ni Raymond n'en ont entendu parler. Ils répondent à la négative. La version courte, continue Cynthia, c'est que le projet Deimos est un projet de téléportation interplanétaire. Téléportation interplanétaire? Interrompt Raymond. L'humanité travaille sur ça depuis un siècle. J'ai des raisons de croire que le projet Deimos est un succès. Comment? Deimos est une lune remplie de prisons. Récemment, les prisons se sont vidées et les prisonniers, disparus. Comment? La plupart d'entre nous ne le seront probablement jamais. Donc, vous dites que ces prisonniers ont probablement été téléportés en dehors de leur prison, demande Breckinridge. Possible que oui, reconnaît Cynthia. La Terre est surpeuplée, affirme Raymond. Mars est supposé être la solution à long terme. Alors, comment pouvez-vous dire que le projet Deimos soit un succès? Comment? Tout ça à cause d'une seule machine. Ça s'appelle le téléporteur. Ce sont deux gros cylindres identiques, un champ de force au milieu et un ordinateur pour chaque cylindre. Les cylindres sont divisés en deux côtés. Une fois activé, le sujet au premier côté de la première cylindre passe au deuxième côté de la deuxième cylindre et vice-versa. Est-ce que la générale Cabrera a été impliquée au projet Deimos? Interroge Breckinridge. Non, répond Cynthia. C'est le Dr Jones. Baldwin conduit Doc au bureau de Stimson. Ce dernier aborde le sujet du projet Deimos. Monsieur Stimson, commence Doc. J'ai travaillé sur ce projet scientifique pendant 10 ans. 10 ans de ma vie. C'est une véritable perte de temps. Après votre départ, on a pris le relais, continue Baldwin. Grâce à vos données, on a réussi à effectuer une toute première téléportation entre Mars et Deimos. Cette nouvelle effraie Doc. On a récemment installé le téléporteur près de la ville, annonce Stimson. Le problème qu'on a maintenant, c'est la population. La Terre est à 97% de sa capacité. Mars, c'est pire. 98% de sa capacité. Est-ce que je peux voir ces données que vous avez de la population? Demande Doc. Baldwin, sous prétexte qu'il connaît les statistiques de la population des deux planètes par cœur, refuse de montrer la source des numéros qu'il a avancés à Doc. Dans une salle à manger d'un appartement, Sarah exprime son inquiétude à Cabrera au sujet de Doc. Pourquoi la base SF Hall a-t-elle besoin de lui? Interroge Sarah. Peut-être bien à cause du projet Deimos, croit Cabrera. Le projet Deimos? Capitaine, que savez-vous à ce sujet? D'après ce que Doc m'a dit, le projet Deimos est supposé être de la téléportation interplanétaire. Le but est de passer de la Terre ou de Mars à la Lune de Deimos. Si c'était possible, on sauverait du temps de voyage et de nombreuses ressources. Quoi d'autre? Doc a travaillé sur ce projet pendant une décennie complète. C'est une perte de temps selon lui. Peut-être pas. Ils veulent peut-être continuer le projet. Je pense que le projet est déjà terminé. Terminé? Comment? Ça, je l'ignore. Breckinridge, Cynthia et Raymond descendent au sous-sol du quartier général de la rébellion. Il s'agit de la seule place à ne pas faire partie de la visite guidée par nous aussi. Cynthia montre le téléporteur à ses visiteurs.
La machine est un petit tunnel avec une ligne entre les deux côtés. Un ordinateur à droite est supposé le contrôler. Le téléporteur n'est présentement pas en marche. Qui est au courant pour la machine, demande Raymond. La générale Cabrera, répond Cynthia. Qui a dessiné ça, demande à son tour Breckinridge. Doc. Breckinridge affirme à la chef de la rébellion que Doc n'a pas été choisi par Cabrera pour aller sur Phobos avec lui. Depuis que vous vous êtes joint à Cabrera, combien d'hommes avez-vous perdu? Interroge Cynthia. Je n'ai perdu personne, répond-il. Il y a un autre scientifique qui a travaillé sur le projet Deimos. Comment il s'appelle? À la salle des opérations, un opérateur reçoit un message venant de la station lunaire de Stickney. Il apprend qu'un intrus a été découvert et éliminé rapidement peu de temps après le départ de la navette d'Osborne. Il s'agit d'un mutant à la peau rouge. Au hangar, Osborne est en train d'entretenir un char. Soudain, l'opérateur l'alerte. Un problème? Questionne Osborne. Un intrus a été découvert et éliminé à Stickney. Cette nouvelle surprend et rassure Osborne. Qui est au courant? Interroge Osborne. Personne, répond l'opérateur. Personne, sauf mes supérieurs, doit être au courant de ça. Oui, monsieur. Alerte-nous aussi. Qui va le dire à Davis? Je suis le numéro 3, nous aussi est le numéro 2 et Davis est le numéro 1. C'est comme ça que ça marche. Oui, monsieur. À bien y penser, je vais alerter nous aussi moi-même. Osborne interrompt son travail d'entretien et se rend au bureau de nous aussi. Ce dernier examine le plan de la ville souterraine à l'aide d'une carte en 3 dimensions. Lou, on a un problème, informe Osborne. Je t'écoute, fais-nous aussi. Un mort-vivant a été découvert à Stickney peu de temps après l'extraction de l'équipe de Cabrera. Autour de nous aussi d'en être surpris. Garland, comment est-ce possible, demande-t-il. Je ne sais pas, répond Osborne. Le plus important, c'est que... Osborne s'arrête et réfléchit. C'est quoi le plus important, Garland, demande-nous aussi. C'est qui a été abattu. Mais comment est-ce que cette chose? C'est Cooney qui est responsable. Cooney? Si c'est moi, je ne serai jamais venu te voir. Je vais devoir alerter Cynthia. À l'extérieur, Cooney s'apprête à envoyer un message texte à son interlocuteur. Tout à coup, nous aussi l'appelle. Cooney se retourne et voit nous aussi avec son pistolet pointé vers lui. Il y a un problème, demande Cooney. Tu es en état d'arrestation, annonce nous aussi. Je suis innocent. Ce n'est pas moi. C'était Osborne. C'est lui qui a déposé le mutant sur Stickney, pas moi. 2 personnes aux côtés de Cooney se rendent visibles en désactivant leur dispositif de camouflage, Cynthia à gauche et Osborne à droite. Cela rend Cooney nerveux. On ne t'a jamais dit de quoi tu es accusé, fait remarquer Cynthia. Cooney avoue travailler pour Ben Stimson, le directeur de la base de lancement Ezefall. Son objectif est de connaître l'identité de la taupe au sein de la rébellion. Toi et moi, on se connaît depuis 3 ans, affirme Cynthia. C'est 2 ans de moins que le sous-lieutenant Louis Zedno si de l'armée. C'est aussi 21 ans de moins que l'adjudant Garland Osborne de l'armée. J'ai moi-même servi dans l'armée. Pas toi, Cooney. Dis-moi pourquoi? Cooney commence à pleurer et s'excuse. Cynthia conduit Breckinridge au bureau de nous aussi. Ce dernier interroge Cooney. Cynthia confirme que Cooney est bel et bien un espion travaillant pour Stimson. Comment en êtes-vous à cette conclusion? Interroge Breckinridge. Il y avait un 5e mutant à Stickney après votre départ, informe-nous aussi. En passant, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel avant votre départ? Non. Cooney reconnaît avoir débarqué le 5e mutant de la navette sans être vu par Osborne. Il affirme que son action contrevient à un ordre direct. Cynthia le qualifie de menteur. Quel ordre?
Interroge Breckinridge. De ne rien faire contre vous ou sur Stickney. Je suis supposé jouer mon rôle jusqu'à ce que je découvre l'identité de la taupe. C'est vraiment dommage. J'ai fait ton travail à ta place. La réponse de Breckinridge surprend Cynthia et nous aussi. Pourquoi avoir désobéi à un ordre direct? Interroge Breckinridge. Je suis un ancien prisonnier de Deimos. Tout ce que je voulais, c'était d'exposer ces salauds sans me faire prendre, répond Cooney. Maintenant que je me suis fait prendre, je peux vous confirmer que Stimson a sa propre machine à téléporter. Elle est terminée et prête à être utilisée. Où elle se trouve? Près de l'entrée de la ville. J'ai déjà été dans la ville. Je n'ai rien vu qui ressemble à cette machine. L'entrée du côté nord. Breckinridge demande à Cynthia de quel côté de la ville souterraine le personnel de la base de Ripley est passé. Ripley se trouve au sud de la ville, confirme TL. 4 chars blindés d'une capacité de 10 personnes chacun quittent le quartier général de la Résistance. Ils sont en formation 4 par 4. Osborne est le conducteur du premier char. Breckinridge et presque tous les membres de son équipe sont à l'intérieur du véhicule. Cooney, Raymond, Robitaille et un rebelle se trouvent au deuxième char conduit par nous aussi. Au milieu de leur destination, les chars utilisent leur système de camouflage afin de se rendre invisibles. Aussitôt qu'une grande clôture, un champ de force et un point de contrôle devient visible de loin, les chars ralentissent et changent de formation, passant du 4 par 4 à la ligne verticale. Cooney dit à nous aussi de tourner à droite. Il brise la formation en accélérant et obtempère. Les 3 autres chars le suivent. 4 minutes plus tard, une entrée secrète, protégée par un bouclier, est visible. Il n'y a ni champ de force, ni point de contrôle. Les 2 premiers chars désactivent leur système de camouflage et s'arrêtent. Les 2 autres, tout en restant invisibles, s'arrêtent à leur tour. Cooney débarque du char. Nossi ordonne à son second de prendre sa place. Il lui ordonne également de suivre les ordres d'Osborne au cas où il ne revient pas. Il quitte le char en compagnie de Raymond et Robitaille. Le reste de l'équipe de Breckinridge ont tous quitté le char. 7 des 10 représentants de la base de Ripley sont armés d'un fusil d'assaut. Kennedy est armé d'un fusil de précision. Raymond n'a pas d'arme et Robitaille a un pistolet laser à la main. Nossi sort son pistolet et accompagne Breckinridge. Cooney conduit le capitaine et son équipe à l'intérieur de l'entrée secrète. Le téléporteur est exactement comme celle au sous-sol de quartier général. Nossi vérifie la qualité de l'air. L'indicateur est vert. Cooney active le téléporteur. Le champ de force à l'intérieur du tunnel s'active. Je vous envoie vers Deimos, annonce Cooney. Aussitôt que le champ de force disparaît, l'extérieur de l'autre côté du champ de force est différent. Tout comme sur Phobos, le ciel est noir avec des étoiles blanches. Allez-y! Hurle Cooney. Faites vite! Breckinridge entre dans le tunnel et passe de l'autre côté. Raymond le suit. Maintenant! Crie Breckinridge. Le reste de l'équipe quitte Mars. Cooney suit Robitaille, le dernier à avoir quitté la planète. Sans avertissement, le champ de force s'active, coupant Cooney en 2. Le reste de son corps tombe au sol. Dès que le champ de force se désactive, l'autre côté du tunnel redevient comme avant. Témoin de la mort de Cooney, Nossi se met à vomir.